Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Repère des motards. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai très spécial. C'est le millésime 2021 du Ducati Monster. Les blasés vont me dire, encore un énième essai du Monster. Ducati nous en sort 3 versions tous les 2 ans. D'un côté, ils auront raison. De l'autre, cette version-là, c'est une vraie révolution. Il suffit de regarder en dessous pour s'en rendre compte. Il n'y a plus de châssis tubulaire. Quelques serveurs de forums ont déjà explosé à cause de ce crime de lèse-majesté. Un Ducati Monster, ça a toujours été un châssis tubulaire, comme la plupart des Ducati. Mais cette fois-ci, Ducati a décidé vraiment de révolutionner la formule. Et pour ça, ils ont repris la même architecture sur ce Roadster que sur leur machine de MotoGP. Donc plus de châssis tubulaire. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Eh bien c'est très simple. À l'avant, vous avez un bâti en aluminium qui supporte tout le train avant. Et à l'arrière, un autre bâti, mais cette fois-ci en plastique haute technologie certes, mais c'est du plastique, qui supporte l'ensemble selle, conducteur et passager, et l'amortisseur pour la suspension arrière. Donc au-delà de cette révolution esthétique, qu'est-ce que ça change sur le fond? En un mot, ou plutôt en un chiffre, 18 kg. La machine pèse 18 kg de moins que la précédente génération. Si vous rajoutez à ça une augmentation significative de la puissance, aux alentours de 2 chevaux, et un peu plus de couple aussi, avec un moteur retravaillé pour avoir on va dire une courbe qui est beaucoup plus ronde, plus de disponibilité, plus 1 milliard d'aides à la conduite électronique, vous vous retrouvez avec une machine qui est à la fois plus performante et que Ducati voudrait plus facile à conduire, plus accessible pour les primo-accédants, tout en restant avec quand même plus de 100 chevaux, une machine qui plaira aussi aux motards expérimentés. Et ben c'est ce que je vous propose de vérifier sur la route tout de suite pour notre essai en dynamique. Alors premièrement, bon déjà côté moteur, c'est doux sur les gaz, c'est aussi souple que peut l'être un Twin on va dire. Bon on va dire un Twin Ducati, c'est toujours pas l'extase mais on va dire que sur les 3 premiers rapports on peut évoluer aux alentours de 2000 tours minute sans que ce soit problématique. L'effort à l'embrayage a été réduit de 20% et ça combiné au réglage micrométrique, grosso modo il n'y a pas mieux. On peut réellement choisir au millimètre près le réglage de la garde, un embrayage hydraulique, c'est très bien. C'est même tellement bien qu'on a du mal à reconnaître la Ducati. Côté suspension aussi, c'est vraiment pas mal. On est toujours sur des réglages sportifs, mais il y a une vraie souplesse sur les premiers centimètres. Ça filtre bien le mauvais bitume. Et logiquement, la réponse est très très douce à l'accélérateur en mode urban. Un mot sur la position de conduite. Ducati a vraiment bien travaillé. Le guidon est plus près. Typiquement, un Monster, on a une position de conduite qui est vraiment allongée sur l'avant. Et là, plus du tout. On a les talons qui sont à l'aplomb des fesses. Le guidon est proche. En fait, le triangle est proche des standards des roadsters sportifs. Très agréable. Ce Monster-là est vraiment très facile à vivre en ville. L'autre point très très important, toujours pour une Ducati, c'est l'angle de braquage. Habituellement, une Ducati, c'est juste une catastrophe pour faire demi-tour sur une nationale. Là, le fameux bâti en alu a permis d'ouvrir l'angle de braquage et donc du coup, on peut faire demi-tour n'importe où. Alors ça fera rigoler ceux qui connaissent pas Ducati et surtout le Monster, mais c'est un vrai plus, c'est un vrai changement. Toujours dans le domaine des petits plus qui facilitent la vie, le shifter up and down qui est désormais livré de série. Plus besoin de se servir de l'embrayage pour monter ou descendre les rapports. Alors la qualité de ce genre d'accessoires varie d'un constructeur à l'autre. Là c'est vraiment très bien fait. Bon, quand on débat dans les tours, la souplesse du Twin, plutôt le manque de souplesse du Twin n'aide pas. Mais c'est très très bien fait. Dès qu'on dépasse les 3-4 000 tours, la relance des gaz est vraiment aussi bien que saurait faire un conducteur expérimenté. Je viens de basculer sur le mode touring. Les manipulations, vous voyez le tableau de bord devant moi, la manipulation est un peu moins évidente que sur certaines autres machines. L'interface Ducati, il y a un petit bouton ici, il faut faire un appui long pour pouvoir basculer sur le mode. Ensuite, sélectionner son mode, revalider, et ensuite il faut lâcher les gaz. Là, ça clignote, et une fois que ça ne clignote plus, vous êtes enfin sur le bon mode. Il m'est arrivé plusieurs fois de penser avoir changé de mode. Et au fait, si vous rouvrez les gaz avant que le mode n'ait été réellement validé, des fois on reste bloqué sur le mode précédent. Voilà, petit reproche à l'égard de Ducati. Sinon, côté display sur le tableau de bord, c'est très clair.
Côté conso aussi, si on gagne de la puissance et du couple, la consommation n'a pas augmenté. Ce moteur est Euro 5 bien évidemment. Et on est sur du, on va dire, du 4 litres, 4 litres 5 de moyenne quand on roule normalement. Et en stabilisé sur l'autoroute, on peut éventuellement descendre sous les 4 litres. Bon, la ville c'est bien sympa. Mais si on va faire que de ça, on est mieux de s'acheter un scooter. Du coup, un Monster, ça reste quand même un roadster sportif. Qu'est-ce que ça donne sur son terrain de jeu favori, la départementale? Là, on est dans le Vexin, qui n'est pas forcément réputé pour la qualité de son bitume. Là, c'est bien fripé, on voit que ça n'a pas été refait depuis longtemps. La définition de suspension est bien sur 2 points. Premièrement, il y a un bon accord entre l'avant et l'arrière, ce qui n'était pas du tout le cas de la précédente génération. Et c'est tant mieux, parce que de toute façon, il n'y a aucun réglage de suspension sur cette machine, à part la précharge à l'arrière pour compenser pour l'écrasement du passager ou des bagages éventuels. Mais il n'y a pas de réglage. Mais en même temps, c'est bien fait. D'autre part, le gain sur le châssis est vraiment sensible. C'est plus léger, c'est plus vif, c'est plus évident. La mise sur l'angle se fait vraiment sans effort. On sent vraiment le niveau de grip sur le train avant. Pour ce qui est de l'arrière, on sait que l'électronique Véogran, c'est pas très grave. Et donc il y a ce velouté sur les premiers centimètres de suspension qui fait que l'essentiel, tout ce qui fait le mauvais bitume est quand même bien filtré. Après, c'est pas une Goldwing non plus, mais ça n'est pas qu'un roadster sportif. On sent encore une fois que Ducati a vraiment bûché sur la polyvalence, un peu comme Aprilia sur sa tonneau. Ils ont voulu garder l'ADN sportif de la machine, mais ils ont voulu faire en sorte quand même que ceux qui ne pensent pas qu'à aligner les chronos, poncer les cale-pieds sur une départementale, ils trouvent leur compte aussi. Et puis bien évidemment, il y a le moteur. Et ce moteur, il est quand même toujours aussi jouissif. Ça marche fort. Au-delà de la puissance qui est pas... Voilà, il y a un gain de 2 chevaux, un tout petit peu moins d'1 kg, mais la courbe de couple est beaucoup plus ronde, beaucoup plus pleine. Le moteur répond vraiment à la moindre sollicitation, pas aussi décoiffant qu'une MT-09, mais il y a de la patate. Fort heureusement, le freinage est à la hauteur. Il n'y a pas autant de mordant que sur une sportive, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a presque trop sur les sportives de la marque. 1 gramme suffit à s'arrêter. Non, là c'est... la réponse au levier de frein est assez linéaire, assez facile à doser, mais c'est pas surpuissant. Donc pour ceux qui débutent, ils se feront pas surprendre à planter l'avant sur un petit freinage réflexe, c'est bien. Et l'ABS réglable sur 3 niveaux, veille au bras. L'autre avantage de ce Twin avec cette courbe bien pleine, c'est qu'au fait, on peut en profiter quelle que soit son humeur. Si on veut enrouler sur le couple à mi-régime, il suffit de mettre 2-3 mm à la poignée de gaz, ça part bien, c'est dosable, c'est facile. Et si on veut vraiment une vraie poussée, il suffit d'aller naviguer un peu plus haut dans le contour, d'ouvrir un peu plus grand. Et là, en 2, voire en 3, en 2 ça lève bien évidemment, en 3 ça s'allège fortement. Après vous avez un anti-wheeling qui calmera tout ça, et un anti-patinage. Si vous voulez profiter de tout le potentiel du Twin, vous mettez tout sur off, et vous allez voir, il y a moyen de faire quelques figures. Un petit mot sur la boîte, même si le shifter up and down fait la majorité du boulot pour vous, si vous voulez vous servir de l'embrayage, c'est plutôt doux, les 10 battements sont réduits, et là on est sur une machine 1 de pré-série, 2 qui a très peu de kilomètres, à peine 260, c'est globalement très bien. Dernière petite remarque, aussi surprenant que ça puisse paraître quand on regarde la machine de profil, et l'absence de protection devant. Pour mon gabarit, 1m70, je ressens très peu la pression du vent sur le torse. Sur les quelques portions d'autoroute qu'on a empruntées à 130, c'est plus que vivable. Je ne sais pas si c'est le profil du phare qui est très bombé et qui fait une sorte de mini saut de vent mais planqué en dessous, ou la forme du tableau de bord, mais en tout cas j'avais peur que le fait que la position de conduite plus redressée qu'auparavant rende les évolutions sur autoroute un peu fatigantes, et au fait pas du tout. Un tout petit point à noter quand même, le nouveau cadre aide pas forcément à filtrer les vibrations, donc du coup on en a, c'est pas des mauvaises vibrations, mais c'est sensible tout le temps. Du coup si vous avez le fondement un peu sensible, je vous recommande soit de faire des pauses, soit de vous équiper d'un cycliste. Ça c'est le truc des motards qui ont plus de 40 ans et qui sont habitués aux selles en bois. Mais bon, la selle est quand même relativement bien faite. On est côté confort, on est dans la norme de ce qui se fait sur la plupart des roadsters sportifs.
L'entrejambe est quand même très étroit. C'est très facile de poser les deux pieds par terre. Moi avec mon 1m70 j'ai les talons qui sont à peine décollés. Sandrine qui est un peu plus petite a trouvé ça aussi très facile. Et surtout comme la selle est assez longue et plus large sur la portion arrière, voilà, on peut bouger un peu d'avant en arrière sur les longs trajets. Voilà, ça évite l'engourdissement du fondement. C'est pas un point primordial sur un roadster, mais voilà. Alors côté passager, c'est un roadster sportif, du coup tout est presque résumé. En détail, ça donne quoi? Une selle minimaliste, très fine, bien dure. Des repose-pieds, on va dire, ça va en termes de hauteur. On est presque à la hauteur, entre guillemets, aussi courte qu'une sportive, mais c'est raisonnable. Par contre, il faudra bien faire attention ici au pot d'échappement et à ses chaussures ou à ses mollets pour ne pas se prendre une brûlure. Ça, c'est quand même un défaut notable. Aucune poignée, et là il n'y a même pas à chercher. En gros, il n'y a rien du tout. Donc en gros, il vous reste ici ou le pilote. Le pilote, c'est ce qui est le mieux sur ce modèle-là. Par contre, vous avez une super vue. Effectivement, on a une vue au-dessus du casque du pilote devant. Bon, le défaut, c'est que vous prenez un peu le vent, parce que du coup, il n'y a aucune bulle, donc on prend du vent et du bruit si on est sur autoroute. Et le petit, quand même, allez, point positif, les suspensions sont agréables, on va dire, donc du coup vous ne prenez pas des retours dans le dos, qui est déjà super bien pour ce type de selle et de modèle. Bon, donc en gros, c'est un roadster pour célibataire, on va dire, ou vraiment pour faire une petite virée dans la campagne, mais je me vois mal me faire 200 km sur l'autoroute, ou sinon il va vraiment falloir faire des pauses aux stations essence. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ce nouveau Monster? Alors, pour reprendre ce que j'ai dit pendant l'essai, ce Monster est mieux sur tous les plans. Facilité de conduite, agilité, puissance. Côté freinage et suspension, j'ai pas vu de réelle amélioration. Mais en fait, le package global s'est tellement amélioré par rapport à la précédente génération que on va dire que c'est des pouillèmes rajoutés les uns sur les autres qui font que justement on a beaucoup de mal à retrouver une qualité en particulier qui ressort tant l'amélioration globale saute aux yeux. L'autre point important, si vous vous souvenez de l'essai de Philippe sur la 821, il avait tendance à critiquer un petit peu certaines options technologiques qui étaient en option, le fait que la Monster était un peu plus chère que la concurrence. Eh bien, pour une fois, réjouissez-vous. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois dans toute l'histoire de Ducati que ça arrive. Cette Monster-là est moins chère que la précédente génération, alors qu'elle en offre plus. Le shifter up and down est de série. La version Plus, qui est livrée avec un petit saut de vent et un capot de selle passager, est vendue 100 ou 200 € de plus. En fait, plus je cherche et moins je trouve de critiques à adresser à cette machine. Bon, elle n'est pas exempte de défauts, c'est pas aussi facile à conduire qu'une Honda. Côté caractère moteur, on va dire que chez Triumph, il y a moyen d'en avoir plus. Du côté d'une MT-09 aussi, chez Yamaha. Mais voilà, une MT-09, c'est une MT-09. Ça, c'est un bout de mythe, un bout de légende, si vous êtes sensible à ça. Et si vous êtes juste sensible au produit, c'est un produit qui est tellement homogène qu'on a du mal à lui trouver des défauts. Moi, je suis tombé sous le charme. Et pourtant, des Ducati, j'en ai essayé plein. J'en ai eu plein, personnellement. J'ai été propriétaire d'un 900 Carbu première génération de 1993. Donc, c'est une machine que je connais très bien. Au niveau où on en est aujourd'hui, je ne sais pas ce que Ducati sera capable d'améliorer sur la prochaine génération. Alors du coup, à qui s'adresse cette moto? Au fait, un peu à tout le monde. Si vous cherchez une machine purement urbaine, elle peut le faire, pour deux raisons. D'abord parce que le mode urbain est très bien fait, très doux, et surtout parce que le nouveau bâti à l'avant a permis de gagner 7 degrés d'angle de braquage, qui est équivalent à 1,14 m, je crois. Donc on peut enfin, pour la première fois sur un Monster, faire demi-tour sur une départementale sans faire 250 manœuvres. En revanche, si vous cherchez quelque chose de poilu, de caractériel, ce qui étaient les anciens Monster avant, peut-être plus les 1200 que les 821 et consorts, je vous recommande de vous tourner peut-être plus sur une MT-09 de chez Yamaha, sur une Triumph. Il y a de la puissance, il y a du caractère, il y a du couple, mais tout a été un peu plus lissé. Tout est une question de compromis. Voilà, on ne peut pas avoir une machine ultra caractérielle et facile à conduire pour un primo-accédant. En conclusion, les plus.
la baisse de prix, on va dire le package global et le package technologique embarqué. La puissance est là, le couple est là aussi, la facilité de conduite. Qu'est-ce qui manque? Peut-être une selle un peu plus confortable sur les longs trajets. Toujours des vibrations et un léger manque de souplesse comme la plupart des Twin. Testa Stretta n'a jamais été réellement réputé pour sa souplesse, c'est toujours le cas ici. Quelque chose éventuellement pour la pauvre passagère, même si elle a un peu plus de place que sur la plupart des autres roadsters, c'est toujours pas très confortable. Mais voilà, c'est que des petits détails finalement. Après, pour tous les essais que j'ai faits, je vous dirais toujours la même chose. Allez l'essayer, allez en concession, montez dessus. Rien ne remplace un véritable essai. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Je vous donne rendez-vous pour un prochain essai très bientôt sur la chaîne du Repère.